Bonjour à toutes, bonjour à tous. La dernière fois, j'avais essayé de montrer comment l'emprise du numérique installait progressivement une société qui n'avait plus besoin de confiance. J'avais suggéré que, sous couvert de créer de la confiance, de renforcer la confiance, cette société installait plutôt un régime de sécurisation qui, sous prétexte de favoriser la liberté, l'exercice de la liberté individuelle, nous enchaînait au système d'une manière jamais vue à ce jour. Eh bien, depuis cette dernière conférence, il y a 2 semaines, j'ai rencontré chez une chercheuse dont malheureusement je ne retrouve pas le nom, une expression que j'ai trouvée très heureuse et qui m'a frappé parce qu'elle reflétait parfaitement ce que j'essayais de vous dire. Elle a dit, avec le numérique, chacun est à la fois pharaon et esclave. Et j'ajouterais personnellement, pharaon dans son cockpit, mais esclave au dehors. C'est une métaphore heureuse qui exprime parfaitement tout ce que je voulais dire à propos notamment de la désublimation répressive, en rapport avec Marcuse, et à propos aussi du paradoxe de la liberté, dont je vous avais dit qu'elle ne s'exprimait plus sur le numérique que comme une liberté de supermarché. C'est-à-dire que nous étions toujours en position de répondre à une offre, mais évidemment nous étions d'une certaine manière esclaves, par conséquent, de cette offre, dépendants de cette offre. Quoi qu'il en soit, je voulais montrer pourquoi le numérique engendrait une société qui n'avait plus besoin de confiance. À quoi ressemblerait une telle société? À quoi peut ressembler une société qui peut se passer de la confiance? Eh bien, pour l'illustrer, j'aimerais d'abord prendre un exemple qui montre au contraire l'importance persistante des relations de confiance, la nécessité des relations de confiance. Cet exemple touche à la médecine et à la santé publique et me servira donc de transition vers ce qui est mon thème d'aujourd'hui, à savoir quel est l'impact du numérique sur la relation médicale ou sur les relations médicales. L'exemple que j'ai choisi est un exemple qui nous touche tous, c'est celui du vaccin anti-Covid. La question vaccinale a éminemment à voir avec la question de la confiance, tout le monde en convient. Nous avons tous connaissance de ces statistiques qui montrent l'absence de confiance d'une très large fraction de la population dans ce vaccin, population qui se montre donc très rétive, puisqu'un pourcentage très élevé de gens affirment ne pas vouloir se faire vacciner. Selon les derniers sondages, seuls 40% des Français envisageraient de le faire. Il y aurait certes la possibilité pour les gouvernements, puisqu'ils sont en charge de la santé publique, de rendre le vaccin obligatoire. Mais c'est une voie qu'ils ont jugée impraticable, en tout cas pour l'instant, car elle serait dans le contexte actuel beaucoup trop autoritaire et attentatoire aux libertés individuelles. Soit. Bon, personnellement, je ne partage pas exactement cette opinion, mais soit. Dans ces circonstances, le gouvernement belge, par exemple, a choisi de commander ou précommander des vaccins en quantité suffisante pour vacciner tout le monde, mais laisse la liberté de choix à chacun de le faire ou de ne pas le faire. Sage décision. Cette situation illustre parfaitement les deux grands moments de la confiance que j'avais distingués dans une leçon précédente, à savoir, d'un côté, la disposition à la confiance, que j'appelais l'avoir confiance, et la confiance en acte, qui est le faire confiance. En l'occurrence, ici, faire confiance, c'est se faire vacciner. Avoir confiance, de son côté, c'est être suffisamment motivé pour effectuer ensuite ce passage à l'acte qu'est l'action de se faire vacciner. En laissant le libre choix, le gouvernement compte donc sur sa capacité à motiver suffisamment les gens pour qu'ils se décident eux-mêmes à passer à l'acte. L'immunologue français Alain Fischer, professeur au Collège de France, parle à ce propos d'un nécessaire contrat de confiance avec la population. Le gouvernement entend donc agir sur le moment de motivation de la confiance en espérant que les gens vont finalement
avoir suffisamment confiance pour faire véritablement confiance et donc se faire vacciner. Il s'agit donc de créer un climat de confiance et d'adhésion au sein de la population. Donc là, on voit bien ces deux moments de la confiance, la motivation à agir, qui est antérieure et préalable à l'action, et l'action elle-même. Ce qui, en l'occurrence, pousse, me semble-t-il, les gens à la méfiance, entre autres choses, ce sont les erreurs passées des gouvernements, par exemple à propos des masques et toute la cacophonie dans les différentes dispositions qui ont été prises, etc. Une défiance accrue envers les experts scientifiques, qui avaient des voix très discordantes, une méfiance à l'égard des compagnies pharmaceutiques, qu'on soupçonne d'être trop intéressés pour être honnêtes, et je ne compte pas là-dedans les anti-vaccins viscéraux qui ont existé dès l'origine des vaccins, notamment à cause du refus de l'intrusion de l'État dans la relation médicale. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est intéressant de voir que au début des campagnes de vaccination, beaucoup de médecins eux-mêmes s'y opposaient, tout simplement au nom de leur paternalisme, au nom d'un paternalisme médical. Ils ne voulaient pas que l'État vienne faire intrusion dans la relation privilégiée et paternaliste qu'ils avaient avec leurs médecins. Il y a aussi naturellement une défiance générale à l'égard des autorités politiques en tant que telles. Ce sont là autant d'éléments qui influencent la motivation à agir du citoyen et qui, en l'occurrence, le laissent donc perplexe. Et c'est précisément sur cette motivation que le gouvernement entend agir. On peut donc dire que lui, le gouvernement, fait confiance aux citoyens, aux individus, pour, le cas échéant, qu'ils passent à l'action et prouvent leur confiance, ce qui me semble un geste d'autant plus remarquable aujourd'hui que le contexte motivationnel, si vous voulez, est globalement défavorable aux différents gouvernements. À mon avis, la situation que je viens de décrire est la situation qui est la situation normale en démocratie. Par son action, par ses discours, par les mesures qu'il prend, le gouvernement veut créer un climat d'adhésion ou un climat de confiance. Ceci suppose une information honnête, transparente, de bonne qualité intellectuelle et scientifique, facile à comprendre. La démocratie, d'une manière générale, implique la libre formation de la volonté des individus, et le gouvernement a donc toute légitimité pour tenter de motiver les citoyens à lui faire confiance, comme de leur côté, naturellement, l'opposition et tous les autres acteurs sociaux sont légitimés pour tenter de les convaincre du contraire. Donc, l'exemple de ce vaccin révèle en toute clarté comment cela se passe lorsqu'un gouvernement fait confiance à la confiance de ses citoyens. Il prend un risque, le risque de se voir désavoué, mais respecte en même temps, je dirais, l'espace mental et l'espace politique qu'il faut pour pouvoir faire son choix. Le gouvernement donc ne peut que parier que les citoyens iront dans son sens. La question de l'obligation de se faire vacciner est cruciale à cet égard. Dans la question de l'obligation, la question éthique fondamentale qui est en jeu, c'est celle de savoir comment un gouvernement s'adresse à ses citoyens, la manière dont il les considère. Et il est clair que s'il imposait une obligation de se faire vacciner, cela voudrait dire que les autorités considèrent les citoyens comme de simples moyens en vue d'une politique sanitaire collective et que de ce fait, ces autorités infantiliseraient la population qu'elles traiteraient de manière paternaliste. Ce n'est pour l'instant pas la voie choisie, puisqu'il n'est question que de recommander le vaccin, et la tension obligation-recommandation a depuis toujours été inhérente à la problématique de la vaccination. En laissant le libre choix aux utilisateurs, les autorités considèrent les citoyens comme autonomes, capables de jugement,
est susceptible d'évaluer les informations pertinentes. Et d'un point de vue éthique, c'est évidemment tout autre chose. Attention, je ne dis pas que les citoyens sont effectivement ainsi, c'est-à-dire autonomes, capables de juger, etc., mais que les autorités les considèrent comme tels. Ce n'est pas une affirmation sociologique que je fais, mais une supposition, et que le gouvernement fait d'ailleurs, c'est une supposition contrefactuelle de nature éthique, qui permet justement de faire confiance à la population. Les autorités considèrent la population comme digne de confiance, c'est-à-dire méritant qu'on lui fasse confiance. C'est ce que je veux dire lorsque je dis que la question éthique sous-jacente, fondamentale dans ce genre de problématique, est de savoir comment les autorités s'adressent à la population. C'est une question éthique beaucoup plus fondamentale que de savoir si c'est bien ou si c'est mal de se faire vacciner. C'est comment est-ce qu'on considère ceux auxquels on s'adresse. Au demeurant, je n'oublie pas qu'il y a aussi une raison tout à fait simple et pragmatique pour ne pas imposer à la population l'obligation de se vacciner contre la Covid-19, c'est que, comme vous le savez, le vaccin ou les vaccins ont été élaborés en un temps record, ce qui suscite une prudence légitime. Mais j'attire aussi l'attention sur le fait que l'investissement financier et intellectuel, scientifique, sans précédent, auquel on a assisté cette année, pourrait aussi avoir des bénéfices bien au-delà de la Covid et pourrait donc avoir des répercussions cliniques bien plus larges, ce qui aurait fait de la pandémie, au final, un mal pour un bien. Bref. Le contrat de confiance dont parlait Alain Fischer est donc effectivement au cœur de toute politique de vaccination. Et en passant, je note que l'idée de ce contrat de confiance correspond parfaitement au concept que j'en ai donné, à savoir le pari sur les attentes de comportement. Le gouvernement parie sur une attente, justement, à savoir que suffisamment de gens vont se laisser convaincre, et ceux qui vont se faire vacciner parient, à leur tour, sur le fait que le vaccin soit sûr, efficace, etc. Mais concernant la confiance médicale, il y a plus. Des études récentes ont clairement montré que précisément pour la vaccination, c'est le médecin, en général le médecin de famille, qui était l'élément clé de la confiance. C'est lui qui constitue le médiateur majeur entre le patient et les politiques de santé publique, pour lui faire accepter de se faire vacciner. Cela a été montré lors de la dernière grippe aviaire, où les autorités de santé publique françaises avaient adopté une attitude excessivement administrative à l'égard du vaccin en convoquant les gens par courrier dans des espaces dédiés pour se faire vacciner, sans associer ni les médecins, ni les acteurs de la société civile, les associations de patients et autres associations autour de la santé, et en faisant une procédure aussi technique que possible. L'échec a été total. Moins de 10% de la population s'est en fait vaccinée. La leçon a été retenue. Pour que la politique de vaccination soit réussie, il faut absolument associer les intermédiaires, médecins et associations, avec lesquels les personnes entretiennent des relations de confiance, précisément. En médecine, plus encore que partout ailleurs, la relation personnelle de confiance est irremplaçable. Autrement dit, dans la construction de la confiance, en particulier dans la construction de la confiance médicale, l'élément humain dans la relation interpersonnelle est irremplaçable. C'est lui, essentiellement à travers la figure du médecin de famille, qui est le ciment du contrat de confiance en santé publique. Rappelez-vous Hobbes, la confiance est le seul lien des pactes. Eh bien, la relation médicale en est l'exemple parfait. Mais, justement, c'est cette confiance, ce type de confiance, que l'emprise du numérique tend désormais à contourner, y compris dans le domaine médical. C'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. L'exemple de la vaccination semble à cet égard un puissant contre-exemple, puisque je viens de montrer que la relation directe avec le médecin semble irremplaçable. Mais en réalité, cet exemple ne fait que souligner par contraste la tendance massive actuellement à l'œuvre et que j'aimerais mettre en lumière
une tendance qui me semble, d'une manière générale, insuffisamment prise en compte, non seulement par le public, mais aussi par les acteurs spécialisés, médecins, pharmaciens, personnels soignants, associations et universités. La puissance de feu et les répercussions générales de la politique des GAFA en santé me semblent extraordinairement sous-estimées, y compris dans les universités. Je vous en donne un exemple. Il y a 3 ou 4 ans, pas plus, j'ai eu l'occasion d'interpeller le doyen d'une faculté de médecine importante et fort renommée sur l'influence de Google. J'avais dit simplement, que pensez-vous de l'influence de Google sur la médecine de demain? Il m'a d'abord répondu un peu négligemment que oui, voir les patients débarquer chez leur médecin traitant avec en main un diagnostic récupéré sur Internet compliquait un peu les choses, mais que ce n'était somme toute pas bien grave. Voilà ce qu'il m'avait répondu. Moi, je lui disais donc Google, je lui parlais de Google, mais lui, il entendait simplement moteur de recherche, le moteur de recherche Google. Mais ce que j'avais en vue était évidemment bien différent. Je n'avais pas en vue le moteur de recherche, moi je croyais que ça allait de soi, mais j'avais en vue l'entreprise elle-même, qui avait pour projet, je cite, ceci dès la naissance de Google, le projet était de, disait-il, contrôler la totalité des données du cosmos. Contrôler la totalité des données du cosmos. C'est comme ça qu'est né Google, c'est avec cette ambition qu'est né Google. J'avais en vue ce projet total de contrôle et de monétisation des données. J'avais en vue les patients connectés en permanence à un ordinateur distant. J'avais en vue les machines à diagnostic individualisées grâce à l'identification des marqueurs génétiques, la médecine non pas thérapeutique, mais prédictive, préventive, personnalisée et participative, les fameux 4P de la médecine annoncée de demain. J'avais en vue toute la médecine régénérative, voire transhumaniste, issue de la révolution NBIC, Nano, Bio, Info, Cogno, qui augmentera l'individu par hybridation avec la machine plutôt que de le soigner. Une idéologie d'ailleurs, idéologie transhumaniste, dont Google est un des acteurs les plus fervents et les plus agités. Je pensais à la médecine de la pétascience, c'est-à-dire à la science des millions de milliards d'octets qui gérera par algorithme nos données biologiques. J'avais en vue tout cela, dont l'entreprise Google est le bras armé, ou l'un des bras armés. Cette révolution prophétisée de la médecine est évidemment suivi comme son ombre par la fabrication et distribution de médicaments strictement personnalisés. Des médicaments sur mesure, rendus possibles par simulation informatique à très haute capacité, qui devraient permettre, entre autres choses, de tester les médicaments sur ordinateur en quelques instants, et ce sur un patient individuel, au lieu des 5 à 10 années nécessaires aujourd'hui pour tester un médicament non ciblé. D'ailleurs, on manque encore d'informations à l'heure actuelle, d'informations fiables sur le rôle que les big data ont pu jouer dans l'élaboration de notre fameux vaccin contre la Covid-19, mais il est clair que ce rôle a été décisif. Ce dernier exemple, donc celui du vaccin, montre au demeurant, mais on le sait depuis longtemps, que cette évolution vers la médecine numérique, vers la médecine de l'intelligence artificielle, est inéluctable. Et là, quelque chose d'inéluctable. Et comprenez bien ce que je veux dire, car je ne voudrais pas susciter de malentendus. Mon propos n'est pas de dénoncer en quelque manière les avancées médicales qu'a effectivement rendu possible la médecine numérique des big data. On pourrait les énumérer longuement. L'exemple du vaccin en est une illustration, mais on le voit tous les jours dans le domaine de l'imagerie médicale, du séquençage génétique, du dépistage de signaux précoces, et j'en passe. Et je répète qu'il est vraisemblable que la recherche si intense de ces derniers mois autour de ce vaccin se répercute dans bien d'autres domaines thérapeutiques encore inexplorés à ce jour. Tout ceci est spectaculaire et réjouissant. Mais ce sont les succès mêmes, ces succès mêmes, qui nous aveuglent sur la signification de cette évolution vers une médecine numérique. Car, fort de ces succès,
Fort de ces succès-là, que je viens d'énumérer, les maîtres du numérique s'empressent d'imposer une médecine du tout numérique, d'où tout élément humain serait banni. L'horizon de ce projet numérique, c'est de rendre les médecins et les pharmaciens inutiles, et donc à terme de les éliminer. Je force un peu le trait, à dessein, mais je crois que la menace est très réelle. C'est la nature même du projet numérique de Google de vouloir éliminer médecins et pharmaciens, d'ubériser la santé, en supprimant tous les intermédiaires dont il pourra se passer dans la chaîne du traitement et du médicament. Je ne suis pas en mesure d'affirmer qu'il y a là un projet délibéré, une intention maligne et une volonté expresse de le faire. Mais la logique du système tend à cela, c'est la logique même de l'emprise du numérique, au minimum comme conséquence involontaire produite par une multitude d'actions volontaires qui vont toutes dans le sens d'une technologisation de la médecine. Technologisation qui est immensément encouragée par les succès spectaculaires que je viens d'évoquer. C'est en tout cas, voulu ou non, la logique du système qui conduit à cette élimination tendancielle des intermédiaires. Exactement comme le développement des voitures autonomes tend à l'élimination des chauffeurs de taxi. Le but n'est pas d'éliminer les chauffeurs de taxi, le but c'est de créer des voitures autonomes, ce qui va provoquer mécaniquement l'élimination des chauffeurs de taxi, de camions, etc. Contrairement à ce qui est dit ici ou là, la médecine personnalisée ne va pas du tout de pair avec un médecin et un pharmacien personnalisés. Google se fiche de la proximité qu'ont avec le patient les médecins et les pharmaciens comme un poisson d'une pomme. Ils se passeront de l'un comme de l'autre dès qu'ils le pourront. Toute leur stratégie vise bien davantage à défaire autant qu'il est possible cette proximité et à la remplacer par une autre, celle de la technique numérique et des données numérisées de chacun d'entre nous. La proximité des dispositifs virtuels est la seule qui les intéresse. Ceci a d'importantes répercussions qu'on peut analyser à travers le prisme de la confiance. Ce que je pointe, je le répète, ce n'est pas l'utilisation de la technique en médecine, ce serait absurde, mais la technologisation de la médecine elle-même, et en particulier de la relation médicale sous toutes ses facettes. C'est évidemment tout différent. Le problème, c'est que l'une entraîne l'autre. Les succès techniques entraînent la technologisation de la relation médicale, alors qu'il n'y a pas là de lien nécessaire. La technique, mise au service de la recherche, du diagnostic et de la thérapeutique, ce n'est pas la même chose que la technologisation de la relation médicale, avec le remplacement progressif du contact relationnel humain par le contact avec les machines et ou les personnes qui ne sont là que pour faire fonctionner ces machines. Cette tendance à l'œuvre aujourd'hui est déjà particulièrement visible lors d'un accueil à l'hôpital. La procédure de prise en charge implique que vous ne puissiez pas voir un médecin avant d'avoir passé toute une batterie d'examens préalables concernant votre symptôme. C'est une procédure exigée par la Caisse maladie. Ici aussi, on comprend bien la logique qui préside à ce qu'ils appellent la rationalisation des soins. Mais elle a des conséquences dont on sous-estime la portée. Elle implique par exemple que le patient qui vient à l'hôpital pour se faire soigner, on ne l'écoute plus. On le mesure, on le prend en charge par le calcul et toutes les données objectivables qui sont techniquement à disposition. Ce qu'il a à dire de son symptôme n'importe plus. Il n'y a plus écoute de la plainte, mais prise en charge technique d'un symptôme. Cette gestion technique et administrative du patient découle de ce véritable paradigme médical qu'est aujourd'hui l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les faits ou sur les preuves, sur les données probantes.
Evidence-Based Medicine, qui s'impose unilatéralement à nos sociétés, paradigme extraordinairement renforcé par l'intelligence artificielle qui précisément s'abreuve de données objectivables. Tout cela forme un système extrêmement cohérent et imposant, alimentant une immense roue de hamster que font tourner avec une égale énergie une idéologie médicale scientiste, un enseignement universitaire qui la reflète, une industrie numérique qui l'alimente et un système de santé généreux qui doit, pour cette raison même, être soucieux d'efficacité économique. L'article de Wikipédia consacré à l'Evidence-Based Medicine dit très bien, peut-être involontairement, la manière dont ce paradigme s'est étendu à tous les domaines de l'activité médicale, sans réplique possible. Je cite. « D'abord développé comme un ensemble de techniques pédagogiques, de lecture et d'évaluation de la qualité scientifique de la littérature médicale aujourd'hui pléthorique. » Donc d'abord, l'Evidence-Based Medicine était une technique de filtrage de l'information, tout simplement. Eh bien, l'Evidence-Based Medicine est maintenant utilisée par des gestionnaires, des cliniciens, et ce, pour des objectifs aussi divers que le renouvellement de la pédagogie médicale, l'aide au jugement clinique, ou encore comme justification de programmes de rationalisation des ressources financières et matérielles dans l'organisation des soins. On ne peut pas dire plus clairement l'extension totalisante, je dirais, de ce paradigme de l'evidence-based médecine. Et encore une fois, on comprend bien la logique. Cette logique où chaque pilier entraîne l'autre, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur et contre ce paradigme totalisant de l'evidence-based medicine. Mais il est clair que dans l'expansion de ce paradigme, qui devient un véritable modèle de société, les géants du numérique jouent un rôle essentiel. Et je répète que l'horizon inavoué, peut-être même inconscient, de l'evidence-based medicine, c'est de pouvoir se passer de médecins et de pharmaciens, et de remplacer toutes ces interactions de confiance par des processus purement techniques. Les GAFAM auront encore certes besoin de médecins et de pharmaciens, naturellement, ne serait-ce que pour programmer leurs machines. Mais ils veulent les leurs, ceux qu'ils auront formés eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils font déjà dans la Singularity University en Californie, l'université de la singularité, qui est puissamment financée par les géants du numérique. Il suffit d'aller voir leur site, et vous verrez qu'ils y parlent toujours du numérique comme d'une technologie exponentielle. C'est le mot-clé. Une technologie exponentielle. Mais les entreprises dont il est question sont toujours, elles aussi, des entreprises exponentielles. La transformation visée est exponentielle. La croissance est exponentielle. La pensée mise en œuvre est exponentielle. Je cite là leurs expressions. Tout est exponentiel, à commencer évidemment par leur volonté de puissance. Alors, j'ai montré tout à l'heure à travers l'exemple de la vaccination combien cette tendance au remplacement des médecins par des machines se heurtait à une résistance importante, puisque l'expérience montrait précisément que le ou la médecin et le personnel soignant étaient un intermédiaire indispensable dans la construction de la confiance du patient, même simplement dans le cas d'une prescription médicale. Vous ne prenez votre prescription médicale que si vous avez confiance dans le médecin qui vous l'a prescrite. Il y a donc peu de chances que se réalise intégralement cette substitution de la machine aux relations interpersonnelles naturelles. Et on pourrait donner d'autres exemples de cette limite à laquelle se heurte une appréhension purement technique et fonctionnelle de la relation médicale. Par exemple, les situations d'extrême vulnérabilité que sont les situations de fin de vie, véritable situation limite de la relation médicale. Dans ces situations, la demande du patient est évidemment tout autre que technique ou purement fonctionnelle. Elle est fondamentalement relationnelle, motivée par un besoin d'écoute,
de reconnaissance et d'apaisement. La médecine ubérisée se contentera-t-elle d'offrir aux mourants une plateforme de téléconseil? Cela semble évidemment absurde et profondément non souhaitable. Mais attention quand même. Et j'évoque ici un scénario possible, sinon probable. L'industrie médicale pourrait très bien reconnaître ce besoin relationnel et accepter qu'il ne peut pas être remplacé par une machine. Mais, pour cette raison même, dire que ce n'est au fond pas un problème médical, cette demande relationnelle n'est pas un problème, n'est pas du ressort de la médecine, et par conséquent, il pourrait former un personnel spécialement dédié à cette tâche, des sortes de coachs de fin de vie, en quelque sorte, plus psychologues que médecins. Il pourrait ainsi y avoir un marché des coachs de fin de vie, exactement comme on a créé un marché des salles de fitness. C'est ce que j'appelle le modèle des salles de fitness. Dans une société devenue sédentaire comme la nôtre, bouger est devenu une activité rare pour laquelle s'est développé un marché correspondant. On paye pour bouger, pour courir sur place. Eh bien, avec une médecine devenue purement technique et fonctionnelle, parler, se confier, trouver un accompagnement en fin de vie sont des besoins qui pourraient être satisfaits non par la médecine, mais par un marché ad hoc. Cela entraînerait donc une espèce de nouvelle division du travail entre une médecine purement dédiée aux problèmes techniques qu'elle identifie et puis un accompagnement relationnel qui serait délégué à d'autres. J'évoque ce scénario encore fictif parce que dans les arguments sur l'avenir de la médecine dans un monde numérique, on a tendance à faire valoir notre concept courant de médecine. On réfléchit à partir de notre concept courant de médecine, celui que nous connaissons actuellement, notre représentation traditionnelle de la relation médicale, et nous argumentons à partir de cette représentation, avec au centre le médecin comme dépositaire, en gros, de la confiance du patient. Et on dit alors, aujourd'hui, c'est une tendance qu'on remarque, on dit alors, mais non, ce n'est pas possible, on ne peut pas remplacer le médecin dans son rôle proprement humain. Mais le point, c'est que c'est justement cette représentation, ce concept de médecine que les GAFAM veulent modifier. En imposant progressivement une vision purement technique et fonctionnelle, ils imposent un paradigme médical qui précisément restreint la médecine à ce domaine purement technique et fonctionnel et délèguerait par conséquent, comme je viens de le dire, les tâches humaines à d'autres dans cette nouvelle division du travail que j'évoquais. En tout cas, il faut garder ce modèle du fitness, que j'appelle le modèle du fitness, en tête comme une possibilité réelle pour la médecine de demain. Quoi qu'il en soit de ces perspectives d'avenir, et qu'elles se réalisent ainsi ou autrement, il est clair toutefois que la technologisation de la médecine est en route et qu'elle s'inscrit dans ce cadre général que j'évoquais déjà la dernière fois, d'une substitution tendancielle de la technique aux relations naturelles. Encore une fois, je ne discute évidemment pas les mérites médicaux de ces dispositifs, ni les services qu'ils rendent, sur lesquels les témoignages et la littérature sont abondants. Seul m'intéresse l'impact de cette technologisation sur la confiance. Et pour cerner cet impact de plus près, pour le détailler davantage, je vous propose une grille de lecture que j'ai par ailleurs déjà utilisée dans d'autres travaux sur la santé, à savoir une déclinaison de la notion de santé sur les différentes personnes pronominales. Santé je, santé tu, santé il, santé nous, ce qui est, j'espère vous le montrer, un outil méthodologique précieux pour clarifier des enjeux complexes et infiniment enchevêtrés. Je m'explique donc. La santé je, santé à la première personne donc, c'est la santé vécue en première personne.
dans le sentiment immédiat que l'on a de soi-même, soit en tant que bien portant, soit en tant que souffrant. Il s'agit donc, la santé-je, c'est donc la santé vécue, la santé pré-réflexive, avant qu'on y pense, santé d'abord antérieure à tout savoir médical et inaccessible à toute autre perspective qu'à celle de la première personne. Il n'y a que soi-même qui peut ressentir comment il va. Et donc cette santé-je peut être exactement décrite comme le sentiment subjectif de santé, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La santé-je, c'est donc la santé telle qu'on l'éprouve soi-même. La santé-tu, santé à la deuxième personne donc, c'est la santé thématisée. Celle dont on s'entretient avec son médecin ou une autre personne de confiance. C'est la santé dans ce que l'on en dit à quelqu'un, notamment dans ce colloque singulier qui s'engage avec son médecin. La santé-tu, c'est la santé-je mise dans un rapport d'interlocution, offerte ou livrée à autrui dans un rapport de confiance, où la parole joue un rôle essentiel. C'est aussi, d'une manière générale, la santé vécue dans le rapport d'interaction avec tout le personnel médical, les infirmières, les aides-soignantes et toutes celles et ceux qui participent directement à l'univers thérapeutique du patient. La santé-tu, c'est la santé dans la relation, quelle qu'elle soit. La santé-il, enfin, c'est la santé appréhendée en troisième personne. C'est la santé des laboratoires scientifiques, ou celle des politiques publiques, ou, indépendamment de toute interlocution directe et de toute confiance accordée, hors toute relation les yeux dans les yeux, s'objective un concept opératoire de santé. Dans le « il » objectivé du savoir des laboratoires ou de l'administration des politiques publiques, la santé se fait pur objet, précisément, se réfractant tantôt en objet expérimental de connaissance, dans les laboratoires, quand il s'agit d'élaborer un vaccin, par exemple, tantôt en exigence sanitaire de santé publique dans les administrations, en biens à distribuer selon des critères de justice ou encore en objet du calcul économique. Tout ça, c'est la santé-il. C'est évidemment à ce niveau d'objectivation que la santé, donc, est, selon son concept, la plus éloignée du corps vécu subjectif de la première personne, puisqu'au contraire, une telle objectivation, une telle mise à distance est souvent bien plutôt la condition de possibilité de la réussite dans le domaine de la santé-il. Je veux dire par là qu'il faut objectiver ce savoir pour être efficace, même au niveau de la santé-je. Bien. Maintenant, il est clair que ces trois dimensions que j'ai évoquées, je, tu, il, ne sont pas séparées comme des tranches de salami, mais plutôt organiquement interreliées comme les parties d'un être vivant. Par exemple, il est évident que le vécu subjectif du patient, la manière dont on se ressent soi-même, est éminemment modifié par le fait de recevoir une information sur sa santé par son médecin, c'est-à-dire au niveau de la santé-tu. Modifié donc par une information qu'il lui communique. Donc ça influence la perception que le je a de lui-même, que le je a de sa propre santé. Mais cette information que le médecin vous a transmise, suite à des examens médicaux par exemple, cette information dépend à son tour éminemment de l'état de la science et des moyens techniques à disposition. Autrement dit, dépend du niveau il de la santé. Santé-je, santé-tu, santé-il sont étroitement interdépendantes et enchevêtrées. D'où précisément l'intérêt méthodologique de les distinguer en fonction de la logique pronominale qui me semble un bon guide en la matière. Je suis donc cet outil pour appréhender la question de l'impact du numérique sur la relation médicale et en particulier sur les relations de confiance. Et ce qui me frappe à cet égard, et que j'aimerais maintenant rapidement montrer, c'est que l'ensemble de ces dimensions de la santé sont puissamment affectées par le numérique. Le cas le plus évident, trivial même, c'est celui de la santé-il, celui de la santé objectivée,
L'emprise du numérique est criante dans le domaine de la recherche, où les mégadonnées générées par les analyses moléculaires ou génomiques, par exemple, ont bouleversé la recherche biomédicale. La production et l'accumulation de ces données présentent évidemment, pour peu qu'on sache les lire et leur donner sens, ce qui est très loin d'être évident, présentent un puissant intérêt de connaissance. Mais il faut toutefois prêter attention à ceci. La quantité même de données accumulées rend impossible le traitement de ces données par les médecins-chercheurs eux-mêmes. C'est là un trait commun, d'ailleurs, à tout le système de production des données dans lequel nous baignons aujourd'hui dans tous les domaines de notre vie personnelle et sociale. Les données produites sont faites pour être traitées par des algorithmes et non par des esprits humains. Donc c'est vrai aussi pour le marketing, pour la finance. Si vous voulez, la quantité de données est ingérable par un esprit humain. Ces données ne sont pas faites pour ça. Ces données ne sont pas faites pour être gérées par des esprits humains. Elles sont faites pour être traitées par des algorithmes. Donc on produit des données pour alimenter les algorithmes. Et ce principe de gestion automatique des données est le principe même de l'expansion du numérique, quel que soit, encore une fois, son domaine d'application. Je viens d'évoquer la finance. Et ceci pose un problème considérable parce qu'on a ici affaire à un savoir, un type de savoir qui est découplé de l'intentionnalité du chercheur, qui est découplé d'une question de recherche. Ce n'est pas un savoir qui répond à une question de recherche, c'est un savoir qui est produit par cette gestion automatique des données. Et ça, c'est tout à fait inédit. Et ça engage, si vous voulez, une nouvelle épistémologie du savoir médical qui nécessiterait une recherche en soi vraiment très intéressante. C'est un nouveau type de savoir qui est généré là. Mais justement pour cette raison, dans le monde des big data, le travail des médecins-chercheurs autour de la santé, le travail doit être délégué et partagé d'une manière, elle aussi, tout à fait inédite. Parce qu'un statisticien n'est pas un biologiste, qui n'est pas un physicien, qui lui-même n'est pas un médecin, et naturellement réciproquement. Car il n'est pas du tout évident de relier les millions de lignes que comporte un fichier informatique, même en format résumé, avec des processus physiopathologiques. Dans le domaine médical comme dans les autres, cette gestion déléguée et automatique des données a pour conséquence mécanique l'emprise croissante des systèmes experts et de la gestion algorithmique des données, ce qui déplace massivement le pouvoir des médecins en direction soit des géants de l'industrie numérique qui gèrent et rendent intelligible le tsunami de données qu'ils produisent, soit vers des entreprises ad hoc dédiées au stockage et à la gestion des données, des entreprises privées. Mais dans tous les cas, étant donné la complexité de ces tâches et leurs coûts financiers, toute cette dimension de la gestion de l'information doit être déléguée et externalisée vers des centres de ressources informatiques, vers des partenaires qui sont donc extérieurs aux centres de recherche eux-mêmes. Ce qui veut dire que les chercheurs ne sont plus maîtres de leurs données, car ils doivent les confier à des partenaires extérieurs et privés. Amazon et Google sont très actifs dans les propositions qu'ils font en permanence pour gérer ces données. Mais pour l'instant, comme ils ne sont pas capables d'assurer la confidentialité de ces données, en tout cas pas suffisamment, eh bien, pour l'instant, on a tendance à refuser leur offre. Mais donc, la recherche est immensément dépendante de toute cette infrastructure à laquelle chercheurs et cliniciens doivent faire confiance. Tout cela installe une nouvelle épistémologie du savoir médical, tant au niveau de la production que de la mise en œuvre et de l'utilisation de ce savoir. Cette nouvelle épistémologie implique un vaste transfert de confiance vers cette infrastructure qui produit et gère les données.
Les chercheurs sont dépendants comme jamais des données générées, traitées et stockées par des outils qu'ils ne maîtrisent pas. Et les médecins cliniciens sont à leur tour dépendants de cette recherche, non seulement incertaine, mais extraordinairement hétérogène, non filtrée, et au sein de laquelle il est très difficile de distinguer l'information utile de l'information anecdotique ou trompeuse, de faire le départ entre les informations qui méritent d'être diffusées et les autres. On assiste ainsi chez le médecin praticien à une dépossession de son savoir par le haut, c'est-à-dire par ce système de connaissances qu'il ne maîtrise pas et au sein duquel son propre savoir acquis occupe une place de plus en plus marginale. Face au flot de publications dont il est submergé et face à cette aspiration du savoir médical par le haut, le monde médical devrait, me semble-t-il, imaginer de nouvelles instances collectives au niveau du monde académique, par exemple, pour instaurer un nouveau rapport de confiance avec ce savoir pléthorique et promouvoir donc un nouveau rapport aux données, un rapport capable de leur donner collectivement sens. Il me semble par exemple que créer un service public des données médicales, et à mon avis pas seulement médicales, mais créer un service public des données médicales serait vraiment une proposition bienvenue. Mais le statut ou le pouvoir des médecins est simultanément menacé par une tendance inverse dans l'utilisation des données numériques. Si la médecine des big data implique pour le médecin cette dépossession de son savoir par le haut, existe aussi simultanément la tendance inverse, celle d'une dépossession par le bas. Car s'il y a bien cette massification des données médicales à partir desquelles on entend produire un immense réservoir de savoir statistique, donc ce que j'appelle dépossession par le haut, eh bien la tendance inverse existe aussi. C'est la tendance à une hyper-individualisation de la médecine, dans un usage non plus statistique des données, mais au contraire, dans la volonté de les rapporter à la singularité atomique de chaque patient, ce qui permettrait idéalement la mise en œuvre de thérapies adaptées à chaque cas particulier. C'est ce qui ubérise la médecine via l'ensemble des dispositifs connectés permettant le suivi continu de la condition physiologique du patient via tous les capteurs le rattachant à des bases de données gérées par ordinateur. Cette production individuelle des données alimente donc largement l'automatisation de la médecine. Par conséquent, dans ces deux types d'usage des données, l'usage statistique et l'usage sur mesure, les médecins se trouvent tendanciellement ubérisés. Dans les deux cas, on les court-circuite par un savoir qui n'est plus le leur. Ce qui veut dire qu'ils sont en réalité dépossédés de leur savoir, une fois par le haut, une fois par le bas. C'est ce que le philosophe Bernard Stiegler, le regretté Bernard Stiegler, appelait la prolétarisation, qu'il observait dans tous les domaines de la vie professionnelle, c'est-à-dire la dépossession de son savoir et donc de sa capacité à agir au profit d'une gestion algorithmique des informations. C'est ce mécanisme qui, s'il était mené à son terme, conduirait à la suppression tendancielle des médecins et des pharmaciens que j'ai déjà évoqués. Dans ce vaste contexte de la médecine des données, on voit combien la relation traditionnelle de confiance entre le médecin et son patient est parasitée. Et donc j'en viens maintenant à la relation tu, à l'impact du numérique sur la relation tu. Elle est donc profondément affectée, cette relation tu, car ces changements de la santé il que je viens d'évoquer superficiellement, ces changements ont de profondes répercussions sur la santé tu. Répercussions par ailleurs, je le note, beaucoup moins étudiées dans la littérature que ces évolutions macro de la santé il que je viens d'évoquer. Cette évolution, donc ces modifications dans la santé tu, a fait jour dès que les patients ont commencé, il y a une vingtaine d'années, à venir au cabinet avec leur diagnostic en main. Je l'évoquais tout à l'heure avec mon doyen qui n'était pas très au fait.
de ces évolutions. Ce diagnostic, trouvé par un moteur de recherche, faisant du médecin plus un vérificateur que le dépositaire d'un savoir auquel on s'en remettrait en confiance. Et du point de vue de la confiance, cela avait pour conséquence directe de placer le médecin sous constante présomption d'incompétence, Internet étant implicitement considéré comme le prescripteur de vérité. C'est là évidemment un déplacement considérable, un changement considérable. Mais ce n'était là que la préhistoire de l'ubérisation annoncée. Aujourd'hui, aux États-Unis, la téléconsultation est déjà largement rentrée dans les recommandations de soins primaires. Une tendance au téléconseil médical qui se développe également en France, bien que la liberté d'entreprendre des acteurs intermédiaires soit fortement limitée par la loi. La Covid a évidemment très fortement accéléré ce mouvement sous la pression des circonstances. Et certains libéraux voient d'ailleurs, certains économistes libéraux j'entends, voient d'ailleurs dans cette évolution qu'ils jugent irrésistible une chance schumpeterienne. Vous savez, la destruction créatrice. Une chance schumpeterienne pour les médecins traditionnels de devenir plus compétents, plus rapides, plus efficaces. Mais pour s'interroger sur le sens d'une évolution de ce genre, il ne faut pas seulement s'intéresser à ce qui est en apparence gagné, mais aussi à ce qui est irrémédiablement perdu. Et en l'occurrence, on voit que c'est la santé tue, la santé dans sa dimension relationnelle qui est atteinte en son cœur. Voir dans un médecin un simple prestataire de service, s'adresser à lui non pas comme à son médecin, mais comme à un tenant-lieu de la science médicale, voir en lui une simple banque de données ou un distributeur d'informations, plutôt qu'un confident de sa douleur, c'est avoir avec lui une relation purement fonctionnelle, qui, si elle répond évidemment aussi à un besoin de la santé tue, est loin de recouvrir la richesse de la réalité de celle-ci. Dans ses écrits sur la médecine, le philosophe des sciences Georges Canguilhem, le maître de Foucault, notait avec profondeur, je cite, « Mon médecin, c'est celui qui accepte de moi que je vois en lui un exégète avant de l'accepter comme réparateur. » Fin de citation. En utilisant le verbe « accepter », Canguilhem indiquait bien que le cœur de la relation tue entre médecin et malade est occupé par un processus de reconnaissance réciproque, de confiance partagée, qui n'est pas réductible à une simple prestation de service. C'est dans le même sens, mais dans une inspiration psychanalytique, que le psychiatre et psychanalyste hongrois Michael Bálint, donc exilé en Angleterre, mort en 1970, donc c'est dans ce sens qu'il plaçait l'écoute elle-même au cœur de la relation médecin-malade. Il recommandait aux médecins praticiens de, je cite, « savoir écouter par tous les pores de votre peau », afin d'avoir une compréhension non seulement intellectuelle, mais émotionnelle du patient, pour en garder toujours une vision d'ensemble. Imagine-t-on une machine qui saurait écouter par tous les pores de sa peau? On pourrait penser que la dimension « je » de la santé, et donc j'en viens à cette dimension « je » maintenant, on pourrait penser que cette dimension « je » de la santé est la plus préservée de tout conditionnement contextuel, en l'occurrence numérique, puisque cette santé « je » est le règne de ce que la phénoménologie appelle le corps propre, dont Husserl dit qu'il est, je cite, « l'unique objet au sein duquel je gouverne et règne immédiatement », le corps propre. La phénoménologie distingue en effet entre le Körper, corps physique, observable, fonctionnel. Voilà, là vous voyez une partie de mon Körper. C'est la partie de soi, donc, si vous voulez, mesurable, objectivable. Donc la phénoménologie distingue entre ce Körper, objectivable, et le Leib. C'est une distinction qu'on ne peut pas faire en français, ou difficilement. Il faut des artifices de traduction, et on a traduit ça par corps propre. Le Leib, corps propre.
Donc il y a cette distinction avec le Leib qui est le corps en tant que ressenti, en tant que vécu, en tant que éprouvé. C'est le corps dans sa dimension subjective qu'on ne peut pas objectiver, mais seulement ressentir. C'est la distinction que fait la phénoménologie. Mais je note que ce n'est pas parce que la réalité du Leib est purement subjective qu'elle n'est pas affectée par le contexte. Et ça, c'est une dimension, je note en passant, que la phénoménologie a sans doute sous-estimée. Le corps humain n'est pas plus que la conscience, soustrait à son rapport à autrui, à son contexte d'appartenance, au travail de l'histoire d'une manière générale. Le corps éprouvé, le Leib donc, est aussi une réalité relationnelle et contextuelle. Et cette contextualité du corps affecte au plus intime la relation de mienté que nous entretenons avec lui. Mon corps est mien, mon Leib est mien. Je ne peux pas être dans le Leib de quelqu'un d'autre. Je peux voir le cœur-peur de quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas ressentir le Leib de quelqu'un d'autre de la même manière qu'on ne peut pas avoir mal à la dent de quelqu'un d'autre. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le Leib, il est à moi, naturellement, dans ce sens, mais il est contextuel quand même. Il est contextuel quand même, et la représentation que j'ai de mon propre corps, le ressenti que j'ai de mon propre corps est hautement dépendant des représentations qu'on m'en donne de l'extérieur, donc par une médiation extérieure. Ainsi, par exemple, pour traduire ça en quelque chose de concret, on voit apparaître, c'est une pathologie que les psychologues connaissent bien maintenant, on voit exploser ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire le sentiment de mal-être que les adolescents notamment ont à l'égard de leur propre corps parce qu'ils sont sans cesse confrontés à des images sur les réseaux sociaux, des images de corps idéaux auxquels ils voudraient ressembler et qui n'est pas le leur. Cela a évidemment un immense impact sur la confiance en soi, sur la manière de ressentir son propre corps. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ce sentiment intime de son propre corps est hautement dépendant du contexte, hein, hautement dépendant du contexte. Et donc la relation de mienté, toute intime qu'elle soit, n'en est pas moins traversée par tout un réseau de significations qui ne m'appartiennent pas. Or, et c'est là que je veux en venir, à l'ère du numérique, la représentation du corps, donc de soi, de son propre corps, est essentiellement objectiviste et constructiviste. Les montres connectées, mais aussi les smartphones qui ont récemment intégré une fonction santé, qu'on ne peut pas enlever d'ailleurs. En tout cas, je n'ai pas réussi. Les smartphones qui ont récemment intégré cette fonction santé nous habituent à l'idée d'une mesurabilité intégrale de nos données corporelles. Le nombre de pas, la nutrition, l'audition, le cœur, la respiration, le cycle menstruel, etc. On peut établir, grâce à ces applications, un programme sommeil ou un programme mobilité, pour peu naturellement qu'on ait renseigné la longueur de nos pas. Ce que le iPhone propose de mesurer automatiquement. Je cite iPhone. Votre iPhone peut enregistrer automatiquement votre longueur de pas lorsque vous le portez à proximité de votre taille, par exemple dans votre poche, et que vous marchez d'un pas constant sur un terrain plat. Pour obtenir des mesures précises, assurez-vous que votre taille est renseignée dans Mensuration. Fin de citation. Et si l'on va dans Mensuration, on voit tout ce qui peut être mesuré, que personnellement j'ignorais. Par exemple, l'activité électrodermale. iPhone dit, c'est la conductivité de la peau qui varie selon la transpiration. Mais on peut mesurer la température basale, etc., etc. Le corps apparaît comme un agrégat de données mesurables, comme une somme d'informations. On le présente comme un assemblage complexe de briques élémentaires dont la collecte numérisée des données assurera la maîtrise. Notre corps lui-même est perçu comme un cockpit qu'on peut manipuler à notre gré. Ce constructivisme généralisé est évidemment
le terreau fertile du posthumanisme. Une fois que vous avez identifié comme ça des fonctions particulières et quantifiables, eh bien, tout naturellement, on cherche à améliorer cette fonction, à augmenter les performances, etc. C'est le posthumanisme. Ces puissantes évolutions, qui sont à la fois techniques et culturelles, affectent en profondeur la représentation qu'on a de soi-même, et donc la santé-je. Aucun de ces phénomènes ne laisse intacts les processus de subjectivation, c'est-à-dire la manière dont on se perçoit soi-même comme sujet. Cette représentation constructiviste du corps pousse à une vision managériale de soi et de sa santé. Puisque tout est calculable et quantifiable, eh bien, calculons et quantifions tout. Et c'est ainsi qu'on adopte une gestion performantielle de soi, de son alimentation, de son hygiène, de ses activités sportives, intellectuelles ou sexuelles. On se surveille, on se contrôle, on se connecte, renforçant du même coup l'emprise de nos modes de vie algorithmés. Il en résulte une vision et une pratique volontariste et consumériste de soi et de son rapport à la santé, qui n'accepte pas la finitude humaine. On a là une expression supplémentaire de cette vision nominaliste de l'individu que j'évoquais lors de la première leçon. Nominalisme pour lequel le tout, ici le soi, n'est que la somme de ses parties, c'est-à-dire la sommation de ses données mesurables. La représentation de soi qui en résulte affecte donc le rapport à soi, la santé-je, puisqu'on se perçoit à travers un écran de données. Mais aussi, ça affecte le rapport au soignant, qu'on voit non comme un confident, mais comme un technicien réparateur qui doit remettre de l'ordre dans des données déficientes. Et c'est d'ailleurs, et c'est un problème, là-dessus que se base l'evidence-based medicine aussi. Il y a ce paradigme-là de santé, c'est-à-dire la restauration totale des fonctions physiologiques. Ce qui est loin de rendre compte de la complexité, même de la demande d'un patient face à son médecin. Par exemple, si le patient dit « mais écoutez, moi j'ai envie de fumer, j'ai envie de boire », eh bien, voilà. Le médecin doit gérer ce désir-là de son patient. L'idéal d'une restauration intégrale des capacités physiologiques est un idéal trop abstrait, trop haut pour le concret des relations médicales. En distinguant santé-je, santé-tu et santé-il, je voulais montrer comment le numérique affectait en profondeur chacune de ces dimensions et impactait chacune des relations de confiance concernées. Le contexte général dans lequel il faut replacer ces évolutions est celui du remplacement tendanciel des relations naturelles par la technique. Mouvement progressif de substitution qui se caractérise par un transfert massif de confiance des relations interhumaines à des processus machiniques et automatisés. En l'occurrence, à des processus d'intelligence artificielle aux mécanismes opaques. Un problème supplémentaire dans ce transfert de confiance vers la technique est que de très nombreux tiers, des personnes tierces, dispersées et anonymes, interviennent dans ces processus d'intelligence artificielle, qui sont en outre structurellement dépendants des géants de l'industrie numérique qui ont des intérêts qui peuvent biaiser l'objectivité de la recherche. Comment dès lors faire confiance, en toute conscience, à des mécanismes aussi opaques, dont on ne sait qui les surveille, qui les contrôle, qui les utilise ou qui les pirate? Je n'ai évidemment pas épuisé la description des répercussions multiples et variées qu'engendre cette évolution dans le domaine médical. 6 conférences n'y suffiraient pas. L'irruption des données massives renouvelle complètement l'épistémologie du savoir médical, donc son enseignement, mais aussi son appropriation et sa transmission dans le colloque singulier de la relation patient-malade. Elle modifie radicalement le rôle du médecin, le rapport du patient au médecin, le rapport au savoir médical en général, à travers sa mise à disposition sur Internet, le rapport à soi-même aussi, puisque l'auto-perception du corps est désormais médiée par ce manteau de données qui recouvre son existence. Tout cela pose des problèmes en termes de
secret médical. Je voulais vous dire encore un mot du dossier médical partagé à cet égard, et souligner aussi le fait, pour le médecin, cette nouveauté au fond, par rapport à l'intelligence artificielle, qu'on voit venir très vite le temps où en fait le médecin devra obéir à des décisions prises par l'intelligence artificielle qu'il ne comprend pas. Parce que c'est le propre même de l'intelligence artificielle, au fond, de ne pas justifier ses résultats, mais bon, on lui donne une présomption de plausibilité, puisqu'elle est basée sur une immense quantité de données. Mais très vite, en fait, le médecin devra suivre ces décisions qu'il ne comprend pas. C'est quand même un changement considérable. Je voulais vous parler aussi de l'importance dans tout ce processus, l'importance sous-estimée des assureurs et d'une manière générale de la logique de remboursement des soins, qui est un puissant levier évidemment normatif et disciplinaire, puisque à travers le remboursement des soins, on peut imposer telle et telle procédure, telle et telle guidelines par exemple. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas ces guidelines, vos soins ne sont pas remboursés. Et donc finalement, on passe de l'aide à la décision par l'intelligence artificielle à la prise de décision par l'intelligence artificielle via tous les processus de caisse maladie. Je conclus. Et donc, je ne peux que répéter, au fond, à propos de la médecine, ce que j'ai dit à propos du numérique en général, à savoir que ce vaste processus de technologisation aboutit en fait à éviter d'avoir recours au processus naturel de confiance. Et ce, aux 3 niveaux, je, tu et il, que j'ai distingués. Contrairement à ce qui est dit, il ne s'agit pas de renforcer la confiance grâce aux outils numériques, mais d'orienter la médecine dans une direction qui n'a plus besoin de confiance. À part naturellement cette vaste confiance que l'on met dans tout le système technique en tant que tel, et auquel on s'en remet pour la gestion de notre santé. Mais le problème, et c'est là une leçon générale que j'aimerais tirer de ces conférences, c'est que dans ce contexte, donc confiance à l'égard de la technique, la confiance change de sens. Ce qui est demandé là, dans l'exemple de la médecine, ce qui est demandé à tous les acteurs du système, du patient au prestataire de soins, c'est de se conformer à la rationalité du système, d'un système qui a standardisé toutes les attentes de comportement. On ne s'oriente plus par rapport à des attentes de comportement incertaines, on se soumet à des protocoles standardisés. Le patient ne doit pas parler, mais se soumettre à des examens. On ne l'écoute pas, on le mesure. Le médecin chevronné ne doit pas suivre son intuition, mais se soumettre aux guidelines de l'evidence-based medicine et suivre les propositions thérapeutiques produites par intelligence artificielle. Les chercheurs doivent se plier à un agenda et des protocoles fixés par d'autres. Les étudiants doivent ingurgiter un savoir où leur propre acquis d'expérience n'a aucune place, et ainsi de suite. Partout, la confiance est remplacée par le seul souci technique de performance. Car cette médecine n'a plus besoin de confiance, seulement de protocoles et de guidelines sécurisés. De sorte que le patient de demain, soucieux de santé, n'aura guère que 3 choix devant lui. Se soumettre docilement à ce système, qui le dépossède de son expérience de malade, se diriger vers les médecines alternatives, mais elles seront de moins en moins remboursées, ou s'adjoindre les services payants d'un coach de santé avec lequel il pourra partager une expérience humaine désormais exilée du monde médical. Merci.